Si certains doutent encore de la capacité des Juifs à s'intégrer à la France, ce pays, comme disait le général de Gaulle, aux 258 variétés de fromage, eh bien je les invite à parcourir le rayon fromage, justement, de n'importe quelle épicerie cachère. Rarissime et relativement insipide il y a encore une vingtaine d'années, le fromage cachère a connu une diversification et un affinage impressionnants depuis peu. Aboutissement de ce long processus de fermentation, on peut même désormais se procurer des fromages AOP, appellation d'origine protégée, comme le prestigieux fromage Saint-Nectaire, grâce notamment à mon invité Nathan Grandjean. Bonjour. Bonjour. Alors je vous avais déjà reçu pour nous parler de la science du vin cachère. Je rappelle que vous avez fondé Yavin, une plateforme sur laquelle vous distribuez des vins et des spiritueux cachères. Et depuis juin 2019, vous vous lancez dans le fromage. Vous avez lancé Terroir & K, sur lequel on peut donc se procurer des nouveaux fromages cachères, dont on va parler tout de suite. Avant d'arriver au fromage cachère, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est du fromage tout court d'abord. Alors le fromage c'est compliqué, c'est complexe, on en fait depuis 2000 ans sans toujours comprendre comment ça marche. Depuis Pasteur on avance un petit peu mais ça reste une énigme. Donc le mot fromage vient du latin forma, donc qui donne une forme, on va prendre le lait, on va le former. L'autre racine c'est casei, qu'on trouve en anglais, en allemand, qui donne en français le mot caséine, qui va être la matière principale du lait qui va permettre de former le fromage. Donc à la base, on a du lait surtout. On a du lait qu'on va transformer en fromage en solidifiant, en lui donnant une forme. Alors comment on fait ça ? Le lait, c'est un produit spécial, en ce sens qu'il a une symbolique très forte. De tout temps, c'est une symbolique très forte, notamment parce que c'est symbole de vie. C'est-à-dire qu'une mère qui est chez les mammifères, une mère qui donne naissance, prolonge la vie, donne la vie au-delà de la naissance à sa progéniture en l'allaitant. Donc le lait contient tout le nécessaire, tous les apports nutritifs nécessaires à la vie pour les jeunes mammifères. Donc c'est très riche. En fait, par différents mécanismes comme la chaleur, les ferments lactiques, dont on reparlera après, ou la présure, on va faire coaguler la partie solide qui deviendra la forme, le fromage, et séparer ce qu'on appelle le petit lait ou le lactosérum qui va être l'eau, principalement de l'eau. Cette coagulation qui est faite depuis toujours, on l'a repérée en fait depuis les temps antiques chez la vache, chez le veau plus exactement. Quand on abat un veau, on se rend compte que dans son ventre, une vache, ça mange du lait. Non, les veaux mangent du lait. Et donc, dans son estomac, on trouve du lait caillé. Caillé, donc, qui a durci, qui a commencé à coaguler. Donc, dans l'estomac du veau. Tout à fait. Dans l'estomac, le 4e estomac, pour être précis, qui s'appelle donc la caillette, qui est donc un estomac dans lequel les enzymes gastriques du veau vont faire cailler le lait pour pouvoir être digéré après. Donc ça, c'est les restes du lait qu'il a bu chez la vache. Tout à fait. Okay. Donc c'est comme ça qu'on a découvert le yaourt, le fromage dans l'estomac des veaux. Et on s'est rendu compte qu'en récupérant ces estomacs-là, en les faisant cuire, on pouvait prélever ce qu'on n'appelait pas à l'époque des enzymes, ce qu'on appelle désormais des enzymes, donc le suc gastrique qui va faire cailler le lait, qui va produire ce fromage. Donc tout simplement, on mettait le lait dans les estomacs, on le laissait cailler et on obtenait ce qu'on appelait un fromage qu'on a laissé affiner, vieillir après. Ça veut dire que la première forme de fromage, elle est dans la nature, en fait. Tout à fait. C'est la première étape de la digestion du lait par les mammifères. De fait, on a appris par la nature à faire du fromage. Donc aujourd'hui, c'est fait donc soit avec de la présure animale, donc qui est extraite de l'estomac du veau, ou bien aujourd'hui on sait la synthétiser chimiquement, ou bien ça peut être même avec des présures végétales qu'on trouve dans la nature, qui ont le même genre d'effet. Mais donc c'est là qu'intervient la question de la cacheroute, puisqu'on a donc une partie de l'animal, cette présure, issue de la caillette, qui sert à fabriquer du fromage. Est-ce que c'est là qu'intervient le problème du fromage cachère? En fait, on va avoir une double problématique. On va avoir une problématique de fromage qui pourrait être fait avec une présure qui ne serait pas cachère. Donc un problème lié à ce qu'on appelle la cacheroute générale, qu'on retrouve partout, un aliment qui serait pas cachère, qui pourrait être amené à faire du fromage, qui pourrait rendre le fromage non cachère. Mais il y a un deuxième aspect qui est plus délicat, celui-ci,
qui est traité dont on parle dans le traité Avodah Zarah, où la Mishnah, le Talmud cite un certain nombre de ce qu'on appelle des xérotes. Donc une xéra, c'est une mesure de sécurité mise en place par les rabbins, donc postérieure à la Bible, dans lequel les chachamim, nos sages, vont mettre des barrières qui vont nous préserver d'un interdit plus problématique. Alors il y a plusieurs, donc il y a une liste de ces mesures-là, donc qui concernent toutes sortes d'aliments, le vin dont on a déjà parlé, d'autres moins connus qui sont l'huile, qui on a peu gardé, le pain, le lait et le fromage par exemple. Ces mesures-là concernent quelque chose qui ne serait pas en tant que tel interdit, mais que les sages prennent soin de mettre à l'écart, d'interdire en vue d'eux. Les raisons de ces mesures-là, en vue d'eux, c'est-à-dire, ça veut dire que, en fait, les raisons ne sont pas clairement explicitées, notamment parce que c'est dit comme ça là-bas, qu'au moment de ce genre de mise en place de barrières comme ça, si on est trop clair sur ce qu'on craint, les gens commencent à négocier. Donc on a préféré taire les raisons qui ont poussé les sages à interdire le fromage classique, de peur que les gens commencent à dire, négocier. Oui, mais moi, je pense que, et moi, dans ce cas-là, non. Donc, secret d'État. Secret d'État rabbinique. Cependant, le Talmud fait l'effort de travailler, de chercher, mais qu'est-ce qui motive finalement c'est pas un tabou. C'est donc que même si la présure ne vient pas d'un animal non cachère, le fromage en tant que tel, en tant que fromage, est interdit lorsqu'il n'est pas un fromage fait entre guillemets par des juifs. Donc ce qu'on a un peu comme le vin, on avait vu qu'il n'y avait pas de différence de contenu, de composition entre un vin cachère et un vin non cachère. Pareil pour le fromage. Même s'il n'y a pas de différence de composition, il y a une barrière qui sépare le fromage consommable du fromage des non-juifs non consommables. Donc même un ingrédient identique. Tout à fait. Donc même si la présure est végétale, on ne peut pas consommer un fromage dit des non-juifs, puisque c'est bien ça le cadre de la mesure de précaution qui est pas de fromage. On ne partage pas les fromages. On subodore un peu la raison qu'il y a derrière. C'est-à-dire, à trop vouloir trinquer et manger ensemble, on craint l'assimilation, la confusion, le mélange. Il faut dire que dans le Talmud, c'est vraiment ambigu. C'est très ambigu. Le Talmud essaye plusieurs raisons, tâtonne pour trouver ce qui a motivé finalement ça. On pourrait dire que il y a un point commun entre ces aliments qui sont sujets à mesure rabbinique, c'est leur symbolique ou leur importance dans l'alimentation. Il se trouve que depuis toujours, le fromage a été un mets de luxe, de qualité, même si c'était mangé par les paysans, ça restait à la table des rois. Il y a une noblesse du fromage. Tout à fait. C'est quelque chose qui a une importance, qui revêt une importance, une place de choix dans l'alimentation qui veut pas être partagé et qui fait barrière sociale. Donc il y a clairement une dimension sociologique qui motive ce genre de mesures rabbiniques. Alors tout ça c'est très important parce que vous nous montrez bien que ce n'est pas qu'une question chimique mais une question de sens, qu'il y a une signification à cette cacheroute. Mais alors finalement cette présure, pour y revenir, c'est de la viande ou pas? Alors, donc comment faire du fromage cachère avec de la présure animale? Puisque c'est bien ça le problème, puisqu'en France, pour accéder à la richesse du patrimoine gastronomique français en termes de fromage, il s'avère que tous les fromages d'appellation d'origine contrôlée ou protégée désormais utilisent un cahier des charges qui est ancestral, qui a plusieurs centaines d'années pour la plupart du temps, et qui donc reprend des recettes du Moyen-Âge, voire antérieur. Et donc, qui impose des méthodes traditionnelles, donc l'usage de présure animale, ce qui faisait qu'on ne trouvait pas de fromage AOP, cachère, jusqu'à très récemment. Alors, qu'est-ce que c'est que de la présure animale cachère? Donc, la présure animale cachère, en fait, c'est donc une présure animale, donc une sécrétion gastrique du veau, de la caillette, ce qu'on appelle, mais sur un animal qui est cachère.
donc déjà d'un animal cachère, donc du veau, on va utiliser du veau, ça tombe bien, c'est ça que tout le monde utilise, mais encore faut-il qu'il soit consommable, c'est-à-dire qu'il soit abattu rituellement. Mais alors cette présure, c'est de la viande? Voilà. On n'a pas le droit de mélanger du lait avec de la viande. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on contourne ce problème halachique? Un mélange entre un aliment interdit et un aliment permis, dans le cadre, dans le corpus juridique biblique, on va dire, ce qu'on appelle Deoraita, dès qu'il est minoritaire dans le mélange, l'aliment interdit, il est négligeable. D'accord? On s'occupe de la majorité toujours. Prenons l'exemple du vin cachère et du vin non cachère mélangé. On a du vin, on a un mélange de vin. Si la majorité c'est du vin cachère, ça pose pas de problème. Il est cachère. Très bien. Encore une fois, juste du point de vue Deoraita, donc du corpus juridique biblique. Avant que les rabbins ne mettent des restrictions. Voilà. Donc en fait, les rabbins très vite élargissent ça, et donc en fait on va interdire tout mélange à partir du moment où on retrouve par exemple le goût de l'aliment même minoritaire, de l'aliment interdit. Alors et si ça a le même goût, par exemple si c'est deux aliments qui sont identiques mais l'un est cachère, l'autre non cachère, donc en fait on a estimé que la barrière c'est 1/60. Donc 1/60 c'est ce qu'on retrouve en général comme marqueur limite d'un aliment qui est présent, même minoritaire, mais qui est non négligeable. Mais ça encore une fois c'est pour un interdit. Pour un interdit, donc dans un mélange, plus de qu'1/60, il est considérable et donc il interdit tout le mélange. L'Agmara, le Talmud, donc met en place des petites restrictions pour aller plus loin. Une notion un peu difficile qui s'appelle Mahamid. Mahamid, c'est-à-dire ce qui fait tenir. L'exemple du fromage est le parfait exemple où en fait, si on a affaire à la fin à un produit qui doit son existence, son aspect, sa structure à quelque chose d'interdit, même qui est en toute petite quantité, on ne peut pas faire fi de sa présence. On ne peut pas dire qu'il n'est quasiment plus là. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas de fromage sans présure. Parce qu'il joue un rôle essentiel, en Voilà, fait. Même si c'est à dose homéopathique. Tout à fait. Il est, de fait, du fromage signifie la présence de présure, même en quantité infinitésimale. Donc, dans ce cas-là, la barrière du 60e ne fonctionne pas, n'est pas pertinente. On a la présure là, face à nous, quand on est face au fromage. Donc ça nous explique pourquoi on a besoin d'une présure cachère. Tout à fait. Mais alors, le problème du mélange lait-viande. Alors, le lait mélange est bien. En fait, ce qui est, donc, le problème qu'on vient de mentionner de Mahamid, puisque on est bien en dessous du 60e, c'est quand on a un aliment interdit qui devrait être annulé par dilution. Mais s'il y a mélange avec un élément qui est infinitésimal et qui est autorisé en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est interdit qu'on retrouve à la fin. Ici, la présure, puisqu'elle est cachère, elle est prise à partir d'une bête cachère. En fait, la présure est cachère. Ce serait un mélange lait-viande mais pour le coup, c'est pas un interdit, c'est quelque chose qui est autorisé. Tous les éléments de base sont autorisés, donc et il est en trop petite quantité pour pouvoir dire ici on a un mélange. On n'a pas à faire un mélange. On a une petite quantité de présure qui forme un fromage qui pourrait interdire ce fromage si elle-même était interdite, mais il n'y a pas là de mélange entre la présure animale viande entre guillemets et le lait ici. Alors tout ça est parfaitement clair au niveau technique. On pourrait aborder maintenant le fond de l'affaire au niveau du sens de cette histoire de la cacheroute. Du fromage. Quand on regarde les versets de la Torah et les passages bibliques qui traitent de ces sujets, on voit bien qu'il y a un souci, comme souvent dans la Torah, de distinguer Israël des nations, en particulier dans sa façon de manger, de développer une approche autre à la nourriture. Est-ce que si les Juifs se mettent aussi à la haute gastronomie, à comparer les fromages, les vins, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer le sens même de la cacheroute? Le fait qu'il y ait une prolifération de salons du vin, salons du fromage, que sais-je, salons de l'agriculture cachère à la juive, ça suscite pas un malaise chez vous? Non, je pense pas. Je pense que c'est une maturité de la communauté juive qui a longtemps d'abord pas eu accès à ce genre de produits, et ensuite venait pas du tout de cette culture. C'est vrai qu'il faut rappeler d'où venait l'immense majorité des communautés juives il y a un siècle encore. Ça peut être du shtetl ou
ou du Maghreb, je veux dire, la gastronomie ne faisait pas vraiment partie de l'environnement culturel, objectivement. Et c'est vrai qu'en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, de plus en plus, les Juifs vivent intégrés à un monde qui les entoure, qui propose des choses. Il y en a certaines qui n'ont pas leur place dans la culture juive. Je pense pas que l'alimentation en tant que telle et le bon goût pose problème à être intégré, au contraire. Je crois. Ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est ce midrash sur Purim. C'est pas la prochaine fête, c'est celle d'après, où on dit que l'histoire commence par un grand festin organisé par Achashverosh, Assuérus. Il invite tous les sujets de son empire, y compris les Juifs. Les Juifs ont un stand kasher. Kirtzon ish va ish, comme la volonté de chacun, y compris les Juifs. Et le midrash dit que c'est à cause de la participation des Juifs à ce grand banquet, tout à fait kasher, qu'ils ont été menacés ensuite d'extermination. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait là une tentation de faire comme les nations, mais à la juive. Je précise, ce qui est dit dans le texte que vous amenez, c'est de faire avec les nations, d'avoir sa place au banc des nations. Ça, c'est un problème, mais c'est pas de ça dont on parlait. Profiter de ce que les nations ont su créer d'appétissant ne pose pas de problème. De partager avec eux et vouloir être à table avec eux, c'est un autre sujet, et c'est pas ce dont on parlait avant. Ça poserait problème, et c'est un sujet qui est justement cette barrière sociologique est clairement envisagée depuis le Talmud, mais pas en tant que telle l'alimentation. Ce même michté, s'il avait eu lieu chez Mordechai, n'aurait pas posé de problème. Alors, passons à la table justement et parlons de votre dernier bébé, le Saint-Nectaire, version cachère. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fromage et comment est-ce que vous en êtes arrivé à une production cachère de Saint-Nectaire? J'administre depuis maintenant 6 ans un groupe qui s'appelle Les Bons Plans Cachers. Sur Facebook. Sur Facebook. 25 000 membres. Tout à fait, qui parle de cache-route, qui explique la cache-route, on essaie d'être pédagogique et d'aider les gens. Pas une mince affaire. Et donc c'était une plateforme de partage qui permettrait d'envisager une production et de partager avec d'autres amateurs. On s'est lancé, j'ai travaillé un peu, j'ai rencontré, donc on est allé, j'ai mobilisé avec moi d'autres administrateurs du groupe, et on a formé une petite équipe, on est allé rencontrer des producteurs, et essayer de les convaincre. On est tombé sur un fermier formidable qui travaille dans l'Auvergne, qui fait donc 3 des 5 fromages AOP d'Auvergne, donc qu'on appelle donc le Saint-Nectaire, le Cantal et le Salers. Le Cantal, c'est plus connu. Revenons au Saint-Nectaire. Donc c'est un fromage, c'est une meule de fromage d'1,5 kg, 1,6 kg à peu près, qui s'affine 4 à 5 semaines, qui est donc un fromage, le producteur avec qui on travaille, c'est un producteur fermier. Fermier, ça veut dire qu'il élève lui-même ses bêtes, c'est avec son propre troupeau qui fait son lait et son fromage. Donc c'est le plus haut niveau de qualité des fromages. Et deuxième point, c'est du fromage au lait cru, donc pas du tout cuit. Donc comme on en avait parlé à l'époque du vin, on avait expliqué que le bichou, un vin mévouchal, perdait un certain nombre de qualités gustatives et chimiques. Pareil pour le lait, un lait pasteurisé est beaucoup moins riche par définition d'un point de vue bactériologique, etc. Qui sont vitales pour la fabrication du fromage. Donc un fromage au lait cru est beaucoup plus riche aromatiquement. Donc ça, c'est un point important. Le fromage cachère, en tout cas le Saint-Nectaire cachère, a exactement le même goût que le Saint-Nectaire non cachère. Tout à fait, c'était la condition. Ça rassurera beaucoup d'internautes. Tout à fait. Non, mais d'ailleurs, le producteur n'aurait pas voulu le faire s'il perdait en qualité, parce que c'est des gens qui sont attachés à la qualité de leurs produits. Et on a été ravis de découvrir que les gens qui venaient du non cachère, qui avaient une culture de fromage non cachère, nous ont dit « Ah, j'ai enfin retrouvé le goût du fromage. » Donc approuvé par des consommateurs de fromage non cachère. Tout à fait. Et en fait, ça s'est trouvé être un fromage très simple à faire, entre guillemets, cachère. Ce qui a facilité le lancement de ce projet, voire un peu qui sert de test un petit peu, qui nous a servi de test pour voir comment c'était accueilli par les gens qui sont partants, qui nous suivent. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous avez fait une première production de 150 meules qui sont partis en 24 heures, c'est ça? À peu près, ouais. Voilà.
Et donc là, vous continuez? Tous les mois, on met, en fait, quand un fromage arrive à maturité, on l'expédie en même temps. Le surveillant actuel lance la nouvelle production. Donc tous les mois, on met sur le marché une nouvelle production qu'on vend en quelques jours, quelques heures, en quelques jours. Sur Facebook exclusivement, ou comment est-ce qu'on fait pour se le procurer? Alors, on a un site, donc terroirnk.com, qui est donc la plateforme sur laquelle exclusive pour acheter ce fromage. On l'achète pendant l'affinage et nous, dès qu'il est prêt, on l'envoie en circuit court directement du producteur au lieu de retrait, donc qui sont des épiceries à Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, voire Nice et Toulouse même, où en fait donc les gens viennent récupérer leur fromage dès qu'il est sorti de la ferme en fait. Ça c'est pour le Saint-Nectaire. Prochain fromage en vue? Donc on a fait chez ce même producteur du Cantal, on a fait du Salers, on s'apprête à faire en janvier du Cantal, donc ce sont des grosses meules de 45 kg qui s'affinent beaucoup plus longtemps, qui mettent entre 6 à 8 mois pour arriver à maturité, donc le Salers sera mis en vente au printemps ou à l'été prochain. On fera aussi du Cantal. On travaille sur un très grand fromage de brebis et sous peu j'espère, et peut-être un fromage persillé, donc une sorte de bleu. Bientôt aussi, j'espère. On travaille sur pas mal de dossiers. C'est vrai que c'est compliqué de faire aboutir. Il y a beaucoup d'étapes techniques à surmonter. Je voulais terminer par une question un peu plus personnelle, Nathan Grandjean. Vous êtes plutôt issu du monde de la yeshiva, de l'étude talmudique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cheminer vers, non pas que vous ayez quitté la yeshiva, mais à cheminer vers le terroir, les vignes, le fromage? Quel est ce cheminement? Je suis pas tombé dans une yeshiva étant petit. J'ai grandi dans une famille pour qui ça comptait. Et en fait, je pense que ça fait longtemps. Encore une fois, moi, c'est pas du tout mon cursus, quoi. Pas seulement yeshiva, même professionnel. J'étais pas destiné à faire du fromage ou du vin. Mais en fait, j'aimais ça et je trouvais pas mon compte sur l'offre actuelle qu'on trouvait. Et donc, moi, en tant qu'amateur, je voulais découvrir et partager ça avec d'autres amateurs. Vous m'avez dit quelque chose en off, vous m'avez dit que vous êtes né à Vienne, non pas en Autriche, mais près de Lyon, pays de vignobles, justement, avant de faire tout ce cursus dans le monde de la Torah. Et là, vous y retournez d'une certaine manière. Est-ce que c'est de là-bas que viennent les crus que vous chérissez et que vous distribuez? Tout à fait, ouais. Il y a aussi quelque chose de biographique dans cette histoire. C'est vrai que j'ai grandi à la ferme tout petit et ça m'a laissé une certaine attache avec ce monde du terroir et des paysans qui me touche et qui me parle d'une certaine manière. Et ça permet de concilier la qualité du terroir avec les exigences du judaïsme. Terroir NK, le terroir et la cache-route dans l'excellence. Et yavin.fr sur lequel accorder les fromages avec du vin. Merci beaucoup, Nathan Grandjean. Avec plaisir. Bonne chance dans la poursuite de vos entreprises. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Academ. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.